Stéphanie Nguyen va prendre la parole. Elle va nous parler de la co-construction avec le patient dans l'environnement de la réanimation médicale. Stéphanie Nguyen est psychologue clinicienne à l'hôpital Saint-Louis. Et donc, je lui donne tout de suite la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir et de proposer un temps de pensée ensemble autour du patient à l'hôpital et pour ma part en réanimation médicale. Donc voilà, moi j'ai travaillé pendant 8 ans en pédopsychiatrie en tant qu'infirmière et maintenant je suis donc psychologue en réanimation médicale à Saint-Louis. Donc voilà, c'est ma coloration, c'est celle-ci. Donc ce matin, je vais vous proposer un exemple de création de rencontre avec un sujet patient. Donc c'est un sujet qui est patient, mais un sujet au départ dans ce service. Avant de développer mon propos, je voulais vous préciser que moi j'ai fait le choix de travailler en civil dans cette unité, dans ce service, avec mon badge où il y a mon nom et ma fonction, mais sans blouse blanche pour poser justement, inscrire ma place en tant que personne proposant un soin, une écoute, mais différente, autre chose aux patients. Je ne suis pas en bleu comme toute l'équipe, ce qui n'a pas été simple, hein, autant vous dire. Alors, bien évidemment, je respecte les protocoles d'hygiène quand il faut mettre un masque, une charlotte, bien évidemment, mais c'est autre chose encore. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une rencontre dans mon service de réa avec un patient que j'appellerai Monsieur P. Et en préambule, j'ajouterai, mais ça va vous paraître une évidence, mais c'est important de le rappeler, qu'une rencontre avec un patient, elle est unique. Elle est unique dans son écoute, dans son observation, dans ce qu'il va nous proposer, dans ce qu'il va déposer et dans la manière dont on va recevoir et dont on va l'écouter. Mais avant toute chose, je proposerai un éclairage sur l'environnement de la réanimation médicale, afin qu'on se retrouve ensemble avec des représentations semblables de ce lieu. Et vous verrez, après, j'aborderai cette rencontre avec Monsieur P, qui, vous l'entendrez, s'est faite par de multiples regards. Cette rencontre, elle nous engagera dans des questionnements cliniques et théoriques qui, même maintenant, n'ont pas fini de m'interroger, même ce matin dans le tram, j'y pensais encore. Et enfin, je terminerai mon propos en prenant quelques points de ma rencontre, de ce que je nomme la co-construction dans l'environnement de la réanimation médicale. Donc ce tableau de la réanimation qui va suivre, il est basé sur mon observation, sur mon ressenti, et en aucun cas il n'est pas figé. C'est sans cesse en réflexion, en mouvement. Donc la réanimation médicale de Saint-Louis, merci. Donc la réanimation médicale de Saint-Louis, elle accueille des personnes qui arrivent de services d'urgence franciliens, du SAMU, et d'autres services de l'hôpital, que ce soit la médecine interne, la pneumo, la néphro, maladies tropicales et les urgences hématologiques, mais aussi d'autres pays. Le corps est mis à mal par de multiples défaillances, les poumons, le cœur, les reins. L'intérieur de ce corps se met à fonctionner anormalement. Le corps est fragile et la vie du sujet est mise en suspens. C'est donc dans ce contexte d'urgence vitale que le patient arrive en service de réanimation médicale et qu'il est pris en charge par l'équipe médicale et par l'équipe paramédicale. Il me semble que cet environnement de réanimation médicale n'a pas d'égal. C'est un univers. Saint-Louis, l'hôpital a sa réa depuis 1984, donc elle est vieille. Elle est en projet de reconstruction. Elle se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment principal
et ne possède aucune ouverture sur l'extérieur, mis à part sa porte d'entrée, qui donne sur un couloir sans fenêtre. Voilà, il n'y a aucune fenêtre dans le service. Et il n'y a aucune fenêtre dans ce couloir qui mène à ce service. Donc, on ne voit pas apparaître des jeux de lumière et on ne voit pas apparaître les mouvements du dehors. La lumière, en réanimation, elle n'est qu'artificielle. Elle est artificielle comme parfois peuvent l'être les respirations substituées et rythmées par cette ventilation. La première fois que je suis rentrée dans le service de réanimation, donc j'ai observé ça, c'est assez frappant, cette absence de fenêtre et de lumière sans nuance, mais aussi j'observais un mouvement sans fin des soignants, comme un peu une danse d'abeilles dans une ruche. Je sais pas, voilà, si vous voyez un peu l'image, c'est un peu ça. Les soignants en réa ont cette capacité de marcher vite, mais sans courir, de faire rapidement des actions avec une précision presque naturelle. Ouais, ils ne s'agitent pas, ils réalisent des gestes précis, coordonnés afin de maintenir la vie. Parce que la réanimation médicale, je vais vous le répéter sans doute souvent, c'est un lieu où la vie est en péril. C'est vraiment ça, on le ressent, je dirais. Donc, outre ce regard qui semble s'accrocher furtivement au mouvement, parce que c'est sans cesse en action, je dirais, l'oreille est sans cesse stimulée en réanimation. En effet, donc la réanimation médicale, l'ouïe est sans arrêt excitée. Ces bruits proviennent la plupart du temps de multiples machines présentes dans les chambres. Ces appareils tantôt instillent un traitement à débit régulier, je pense aux seringues électriques par exemple, où il y en a 5-6 dans les chambres. Tantôt, ils surveillent la qualité des rythmes cardiaques ou respiratoires, ou aussi il y a la sonnette qui permet d'aller appeler les patients. Il y a tous ces bruits-là, qui ne sont que des bruits, qui ne sont même pas des sons, ils ne sont pas forcément identifiés. On entend, mais voilà. Et à travers ces bruits, il y a la voix des soignants qui se fait entendre. Ça se distingue par leur volume, leur intensité, leur variation. Les voix d'hommes, les voix de femmes. Il y a des mots, des chiffres, des rires. L'ambiance en réanimation médicale est rarement silencieuse. D'ailleurs, le silence peut être perçu comme un peu louche. Parfois, on peut entendre les soignants dire « Oh là là, c'est trop calme !» Ok. Comme si ce vide silencieux était comme un manque angoissant qu'il faudrait combler. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est calme. Il y a toujours des... Voilà, normalement. C'est horrible de dire normalement, mais c'est ça. Il y a du bip aux variances multiples qui accompagnent le rythme, la réanimation et de ses acteurs. Il y a du bip. Ça bip. Donc ces différentes sonorités engagent le soignant dans de multiples tempos corporels. L'engagement du corps sera doux lors d'un bip de fin de seringue électrique, alors qu'il sera accompagné d'une course lors d'un bip de scope, très sonore, qui alerte sur une défaillance vitale. Et ces courses-là cassent le balai habituel des équipes et sont accompagnées par des appels de voix très forts. « J'y suis, vite, quelqu'un !» Des appels visant à être entendus par le plus grand nombre de soignants le seront aussi par les personnes présentes en réanimation. J'entends les patients, les familles, les visiteurs. Les visiteurs qui sont des proches, ou même parfois, il y a des visiteurs, vous savez, des techniciens, enfin voilà, du coup, ça peut les saisir aussi, eux. Donc avec ce nouvel environnement qu'impose la réanimation médicale, la temporalité n'est plus celle du dehors, diurne ou nocturne, mais celle du corps en danger. Voilà, c'est un lieu où la vie est en danger de mort, où l'équilibre entre vie et mort est sans cesse vacillant, dans une réalité où le danger est présent dans une réalité commune, mais que chaque individu l'expérimente à sa place. Le corps malade va décider du rythme pour l'équipe médicale, et ainsi, l'équipe médicale imposera aux patients une nouvelle temporalité, dans un contexte d'urgence vitale. Et parfois, le patient
Il sera dépossédé de son appréhension de toute temporalité changeante. Il sera dépossédé, mais il sera même stoppé. Il sera dépossédé de sa conscience, sera plongé dans le coma afin d'agir au plus vite pour le garder en vie. L'univers de la réanimation médicale impose ses caractéristiques et nous plonge parfois dans un inconnu, dans ce sentiment d'inquiétante étrangeté qui a déjà été évoqué, décrit par Freud, où l'étrange entrechoque le familier inconscient. Donc c'est dans cet environnement singulier, très singulier, que je vous propose de vous raconter ma rencontre avec Monsieur P, qui a une petite quarantaine. Il vit en France depuis quelques années et il vient d'Europe de l'Est. Ce monsieur est arrivé en réanimation par le service des urgences. Et la veille, il a eu l'annonce de son diagnostic, qui a été insuffisance rénale aiguë oligo-anurique sur thrombose bilatérale des artères rénales. Voilà, les reins de Monsieur P n'assurent plus leur fonction, car les artères qui les alimentent se sont bouchées. Pour faire simple, voilà, le médecin lui a annoncé que ses 2 reins ne fonctionnaient plus et qu'une machine, l'hémodialyse, à laquelle il sera relié 4 à 6 heures, lui permettra de nettoyer son sang et de lui permettre de vivre. C'est une annonce fréquente en réanimation médicale, mais c'est une annonce coup de massue pour les patients. Moi, je m'interroge sur comment va Monsieur P. J'entends par cette interrogation les multiples facettes de cette question. Où en est-il ? Où en est-il de son cheminement psychique, si tant est qu'il continue à avancer ? Et justement, sur mon chemin, pour aller vers Monsieur P, je rencontre son infirmière. Et elle m'interpelle. « Ah, tu vas voir Monsieur P ?» Et je lui réponds que je vais lui proposer que nous nous rencontrions. Donc son infirmière continue. Elle me dit « Ah, ce monsieur est très sympa, il a besoin. Il a pleuré ce matin, c'est horrible. » Ok. Elle me raconte la maladie. Il est jeune, et ça m'étonnerait qu'on puisse lui sauver ses 2 reins. Il va sans doute les perdre. Sa femme vient le voir et il a 2 enfants, 3 ans et 7 ans. Il parle pas bien français, hein, mais comprend très bien. Mais tu verras, il est sympa. Lorsqu'elle me dit ces mots, son visage se contorsionne, comme pour accentuer un certain dépit sur la situation de ce monsieur. Sans me percevoir, à travers ces mots choisis et prononcés par l'infirmière, qu'elle est peut-être confrontée à ce moment-là à une impuissance. « C'est horrible », me dit-elle. La fin de son propos, finalement, m'invite peut-être à ne pas m'arrêter à la situation horrible et au « parle pas bien le français », parce que l'infirmière, elle m'engage vers une rencontre avec quelqu'un de sympa quand même, hein, qui comprend bien en plus. Il est sympa, il comprend bien, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et elle indique aussi qu'il est membre d'une famille. Ça, je trouve ça important. Nous constatons que l'infirmière, qui est dans des soins très techniques de réanimation, perçoit et accueille son patient comme un sujet avec un ailleurs. Il a une famille. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, hein. Mais c'est important de le souligner. Ça existe aussi. Elle a discerné que ce monsieur est un époux, un père. Elle me livre son ressenti après un moment partagé avec lui. Il est sympa. Ce qui a l'intonation de sa voix et au sourire irradiant son visage, c'est une qualité, qu'il soit sympa. Je la remercie pour ses mots. Et je lui demande de continuer à me raconter si elle en a le temps. Parce que je sais que le temps est précieux. Mais elle n'a pas le temps de m'en dire plus, mais je trouve qu'elle m'en a déjà beaucoup dit. Et voilà, sans le développer ici, je trouve qu'il est important de souligner la collaboration du psychologue avec l'équipe paramédicale. Quand la rencontre avec le patient peut avoir lieu, il laisse une trace dans la psyché du soignant. Parce que, voilà, le titre du colloque « Vie psychique à l'hôpital », il y a aussi la vie psychique, de tous les soignants. Et en effet, le soignant est dans un contact de l'intime, à l'infirmière, de l'intime avec le patient. Il peut, la plupart du temps, soutenir le sujet en respectant sa pudeur, en écoutant ses désirs. Ça peut être « vous préférez
du jus d'orange ou du jus de pomme le matin. C'est rien, mais c'est important, c'est tout finalement. Et parfois, il me semble que selon les soignants, il faut que celui-ci ou sa famille soit sympa, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans un lien trop angoissant pour être entendu et être écouté en tant qu'individu singulier. C'est donc dans cet environnement décrit précédemment et avec le récit et le ressenti du vécu de l'infirmière que je propose à Monsieur P une rencontre. Monsieur P est dans une chambre seule. Je toque à la porte vitrée de sa chambre où Monsieur P m'a semble-t-il déjà aperçu. Oui, en réanimation, c'est vitré, tout est vitré. Par des signes et des gestes de la main et des mots, je propose une rencontre et lui demande s'il souhaite que j'entre dans sa chambre. Alors voilà, je toque comme ça, c'est un peu comme ça que ça se passe. Alors pourquoi ? Ce premier élan vers Monsieur P est précautionneux car il semble que l'espace du sujet en réanimation ne soit plus délimité. En effet, le corps y est intrusé par des cathéters, des aiguilles, des écouvillons. Dès son arrivée en réanimation, un patient en réanimation, quand il arrive, on lui met des écouvillons partout pour voir s'il est porteur de bactéries. C'est le bienvenu de la réanimation. Donc la chambre vitrée des patients est le plus souvent ouverte, malgré une porte. Cet espace y est rarement clos. La porte ouverte, certes, elle permet des allées-venues dans les chambres plus rapides et une écoute des machines plus attentive. Mais dans les faits, les portes ne sont jamais fermées et les soignants y rentrent dès qu'ils estiment que cela est nécessaire. Par ce moment marqué de la demande de proposition de rencontre, je tente de délimiter une intrusion, une effraction dans sa chambre, qui, me semble-t-il, définit son espace. Le sujet patient a la possibilité d'accepter ou non la rencontre, de ne communiquer qu'à travers le verre du mur ou de la porte. À ce moment, c'est comme une protection du sujet à préserver. L'espace chambre pourrait être défini telle une première enveloppe dont il faudrait réparer les intrusions multipliées en la reconnaissant et en la préservant. Moi, ça m'a fait penser au moipeau d'Anzieu. En effet, il décrit celui-ci comme une limite avec le dehors, un lieu d'échange primaire avec autrui. En réanimation, la chambre transparente de Monsieur P délimiterait un moi-chambre qui proposerait les mêmes fonctions. Et le psychologue, en demandant l'autorisation pour rentrer dans cette enveloppe première moi-chambre, contenant le corps et l'espace intrusé de Monsieur P, permettrait une reconnaissance du sujet et de son environnement. Cette reconnaissance permettrait, me semble-t-il, une protection et un soutien de son moi. Peut-être que ce moi-chambre est une première enveloppe aux intrusions du moi. Je questionne. Donc, après cette demande, Monsieur acquiesce de la tête. Il me dit oui, donc. Je me prépare, je me lave les mains, je mets mon tablier. Et Monsieur P m'observe à travers la vitre. Et j'entre dans sa chambre. Dans la chambre se trouve une grosse machine sombre qui semble être la machine hémodialyse, dans lequel qui va être liée donc au patient, dans lequel le sang va passer pour être nettoyé. Quand les reins, c'est pas mal, les reins ne peuvent plus le faire. Cette machine indique 24. Elle se trouve à côté du lit de Monsieur P et Monsieur P, lui, est au fauteuil. Je me présente à lui et je lui propose, s'il le souhaite, de discuter un peu. Monsieur P est d'accord, mais il me dit qu'il ne sait pas trop si ça va être possible parce qu'il ne parle pas bien le français. Alors, je lui propose de construire ensemble notre échange avec juste des mots, si ça lui va. Alors, il me répond des mots ? Juste des mots ? Que des mots ? Bah, d'accord. Et il me sourit. Donc je m'installe auprès de lui avec son accord sur un tabouret. Spontanément, Monsieur P va évoquer l'historique de sa maladie, les premiers signes qu'il n'a pas pris en compte. Et quand ils sont arrivés, il m'a dit « Ah, c'était pas comme d'habitude le pipi, mais bon, je pensais que ça passerait. » Il évoque son travail, il est artisan et il travaille beaucoup.
Monsieur P aborde le temps qui passe quand il travaille, qui passe vite ce temps. Il raconte « Je me lève à 6 heures, je travaille, je regarde ma montre, il est l'heure de manger, puis je retravaille, il est déjà l'heure de rentrer à la maison. » Alors je reprends. « Vous rentrez à la maison chez vous ?» Monsieur P continue « Oui, voir ma femme et mes 2 enfants. À la maison aussi, je travaille. Je fais tout sauf la plomberie. » Il explique que son fils de 7 ans lui apporte tout ce qui est cassé pour qu'il le répare. Monsieur P me dit qu'il aime travailler avec ses mains. Je propose « Le temps passe vite au travail quand vous y travaillez, mais vous me dites que vous travaillez aussi à la maison. » Il me répond « Le temps passe vite à la maison et je vais vite me coucher. Vite, vite, vite. » Puis il reprend. Mais ici, le temps est long. Cette différence de perception de la temporalité peut nous faire penser à ce qu'écrit Armand Kazek dans La transparence et l'espace-temps en réanimation, où il met le parallèle avec la réanimation où l'horloge s'empile. Kazek évoque « L'horloge en réanimation n'a plus de pile et s'immobilise sur un temps présent absolu où le passé et le futur n'ont plus de place. » Je l'invite à me raconter ce temps qui est long. Il me dit « 5 minutes font 20 minutes ». Il m'explique que quand le temps n'est pas occupé, il pense beaucoup, sans pouvoir m'en dire plus. Il me dit penser énormément, il me fait des gestes autour de sa tête pour me dire voilà, qu'il y a des pensées qui fusent de toutes parts. Il s'arrête et il me dit « c'est pas bon, hein ». Je m'interroge. Monsieur P comble-t-il le vide de l'activité manuelle qu'il caractérise par une hyperactivité psychique ? Ou alors, est-ce qu'il cherche à se redéfinir en tant que sujet, avec ce psychisme sans cesse stimulé par les bruits et les mouvements continus de l'AREA ? Les pensées de Monsieur P sont comme dans un circuit fermé où les événements manquent de sens et où le sujet peine à exister. Ce manque de symbolisation potentialise peut-être une surexcitation psychique et une angoisse importante. Il dit quand même, c'est pas bon. Pour reprendre Kazek, il avance que l'attente du patient comme une attente d'un temps d'écoute, comme une attente de mise en relation avec la parole salvatrice considérée comme une sortie de secours d'une solitude où la pensée se fait écho entre les murs de la chambre. Et ici, il semblerait que la pensée de Monsieur P cherche une sortie pour se faire entendre. À ce moment, Monsieur P regarde la machine à dialyse et le temps sur la machine indique 4. Et Monsieur P est étonné du temps qui passe sans s'en apercevoir, finalement. Nous évoquons ce temps qui semble soit se ralentir ou se figer, soit s'accélérer. Et nous rions de ce temps qui nous échappe, mais qui semble, dans ce moment, finalement, être apprivoisé comme un temps connu. Le temps qui passe vite sans s'en apercevoir, mais c'est un temps où ça pense, peut-être sans s'en apercevoir non plus. Dans ce mouvement de co-construction, le temps qui passe semble s'écouler dans un autre tempo pour Monsieur P, comme si le temps partagé et vécu avec un autre avait permis à Monsieur P de se réapproprier l'espace-temps. Monsieur P me présente sa machine à hémodialyse. Il la trouve incroyable. Il aimerait savoir comment elle fonctionne. Il raconte qu'il aime comprendre les machines. Il semblerait que le retour avec un temps connu, le temps qui passe vite, réactive quelque chose du moi de Monsieur P et éveille ou réveille sa curiosité intellectuelle. La machine à penser est en route. Monsieur P évoque sa femme. Il va lui demander de trouver sur Internet des explications sur cette machine, comment ça fonctionne. Monsieur P semble intégrer de nouveaux éléments de son environnement. Peut-être les introjecte même, peut-être. Il les fait siens. Ce qui lui permet, semble-t-il, de construire son identité de sujet-patient, de maintenir sa position d'époux, parce qu'il va demander à sa femme, en somme, de soutenir une certaine position subjective. Monsieur P dessine dans l'environnement de la réanimation médicale un temps qui lui est familier, qui existe dans sa réalité. Un bip retentit. L'inquiétant vient ébranler et dissoudre la temporalité retrouvée, effracte le discours de Monsieur P. Il me regarde. Son regard se fige. Il semble exprimer une détresse.
Peut-être à ce moment-là s'accroche-t-il à mon regard pour y lire quelque chose. Une sorte de holding du regard que décrit Winnicott. J'interpelle M. P. sur ce bip, qui a fait effraction à notre échange. Je l'invite à penser ce qu'il entend, afin que l'angoisse envahissante se parle. À quoi vous fait penser ce bip ? Ma voix est posée, je ne m'agite pas, je ne suis pas inquiète. Suis-je la fonction contenante, développée par Bion, qui accueille et détoxifie l'expérience chaotique de M. P ? Comme quand Bion décrit le nourrisson submergé de stimulation sensorielle et dont il ne comprend rien, et que la mère accueille et repropose au bébé sous une forme pensable. J'en sais rien, à ce moment-là, j'en sais rien, autant vous dire. Et à ma question, à quoi vous fait penser ce bip, le regard de M. P change. Il semble de nouveau avoir accès à sa pensée. Il me répond « une bombe ». J'accueille ce mot dans ce qu'il peut représenter du danger, de l'insécurité, en lien avec le moment présent. En effet, il y a eu un danger vital pour M. P. Et il semble psychiquement encore dans ce danger, en alerte. Je propose, serions-nous en danger ? Oui, me répond-il. Pourquoi ? Il ne peut rien me dire. Moi, je propose, voilà, la réanimation accueille des personnes en danger, effectivement, et celle-ci tente de les éloigner de ce danger. Monsieur P me dit qu'il pense à autre chose. Il me fait des gestes, il me décrit, il me fait un cercle, comme ça, en faisant bip, bip, bip. Alors, je lui décris ce que je vois, je tâtonne, je fais des propositions. C'est peut-être là, comme Bion le propose, le prêt de mon appareil à penser, de sa fonction contenante pour accompagner Monsieur P dans son vécu de l'événement. Je finis par proposer un sonar. Et Monsieur P acquiesce et me dit oui, avec un large sourire. Là aussi, on pense à Bion, la satisfaction du bébé quand la mère finit par trouver. Et Monsieur P semble s'appuyer sur le mot sonar, issu de sa pensée pour développer son propos, son idée, comme dans un sous-marin. Je reprends. Nous sommes comme dans un sous-marin. Monsieur P continue. Il décrit le manque de fenêtres, l'enfermement. En effet, il n'y a pas de lumière naturelle et le temps s'écoule de façon atypique. Pas de période diurne nocturne. Je trouve que la métaphore sous-marin-réa d'une finesse incroyable. Cette description clinique peut faire écho aux travaux de Michel Gros-Claude autour de l'événement réa. En effet, Gros-Claude parle du trou réa, qu'elle définit à la fois comme une métaphore, un réel clinique et un concept pour rendre compte d'un irreprésentable et d'une matérialité toujours là. Alors je cite Gros-Claude, c'est un traumatisme, quelque chose que le sujet conserve après son passage en réa, alors surtout après le coma, une absence de tout matériel psychique susceptible de combler ou reconstruire cette expérience. Et en s'appuyant sur ce concept de trou réa qui touche le patient de réanimation, Kazek souligne que le patient surstimulé par les afflux d'excitation continue et où les mécanismes de défense en fait, sont mis à mal et donc sont plus efficaces, il est touché par ce trou réa. Monsieur P est sidéré, empêchant toute tentative d'élaboration. Ce traumatisme, nous dit Gros-Claude, empêche toute tentative de mémoire. L'événement laisse un trou impossible à combler. Il y a un vide qui ne se comble pas et qui ne se comble que par l'angoisse. Et le traumatisme ne peut devenir un souvenir car le traumatisme ne peut pas devenir un souvenir et donc il ne peut pas s'oublier vu qu'il n'y a pas d'inscription. Donc Monsieur P, avec l'étayage proposé et dont il peut se saisir, semble inscrire son vécu de l'événement sonore sidérant. Lorsque la sidération l'avale, il semble s'appuyer sur un soutien du regard, couplé par une proposition verbale d'un autre, ce qui lui permet de relancer sa pensée et permettre une élaboration de son vécu et finalement de se réapproprier l'événement afin de se situer, resituer en tant que sujet. J'ai fini là. L'observation, l'écoute de Monsieur P et de son environnement m'engage avec lui dans une construction à deux, tout au long de notre rencontre. Par la reconnaissance d'un sujet pouvant exprimer son désir, il est OK pour que je rentre dans sa chambre. L'accueil d'une détresse liée à l'environnement effractant et la proposition d'étayage engage pour Monsieur P une détoxification faisant émerger sa psyché dans un environnement surstimulant. Enfin, la réanimation médicale restera ce qu'elle est, un lieu d'urgence vitale où la vie organique est sur le devant de la scène.
Cet environnement va engager le clinicien dans des rencontres où le lien et le sujet, son psychisme, sont sans cesse attaqués et mis en danger. Et en tant que clinicienne, il est d'une importance primordiale de reconnaître ces attaques et de proposer une enveloppe étayante et protectrice aux patients de réanimation, mais aussi d'engager toute l'équipe soignante dans cette reconnaissance d'un sujet avec une vie psychique. Et je voudrais terminer sur une phrase de Kazek encore qui nous dit que même si la réanimation est un lieu où le somatique prime, l'existence de la vie psychique est indéniable et il me semble que M. P. nous l'a montré.